Claude Bergeau sera le premier directeur sportif du club. La presse demande régulièrement, avez-vous dit, pourquoi je n'ai pas nommé un directeur sportif quand Antoine Michon me l'a proposé, mais avouez quand même que Claude Bergeau, ça a un peu plus d'envergure qu'Antoine Michon. Et quand j'ai entendu ça, je me suis posé deux questions et je vous les pose. Pourquoi tant de rancœur si longtemps après? On a l'impression qu'on est un peu loin du sport. Et ma deuxième question, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, sur l'instant ou juste après, d'avoir été un brin blessant pour Pierre Bonneau, qui a été votre directeur sportif pendant 2 ans au moins? Pas du tout. Pas du tout. Concernant le commentaire, le débat que vous avez animé essentiellement la presse sur le manque de structure à Boulazac, vous avez été régulièrement, M. Dagès, un spécialiste, de la problématique du directeur sportif. Donc le club, je crois que le club de basket est un club très très jeune. Je suis allé à Paris voir le match de Coupe de France. Quand on rencontre le président de Strasbourg, le président de la fédération, vous voyez Boulazac comme une institution, alors que dans le monde de basket, c'est même quelque chose qui a été considéré comme éphémère pendant un temps. Donc, nous avons. Mais sur votre petite phrase sur Claude Bergeau et Antoine Michon, est-ce que c'est pas. Non, mais attendez. Est-ce que je pas trop de rancœur là, sur le. Pas aucune rancœur. Moi, j'ai de très bons rapports avec Antoine Michon. Mais la nécessité d'avoir un directeur sportif n'était pas évidente pour des raisons simples. Parce que quand il vous faut chercher de la masse salariale pour des joueurs, vous essayez de fonctionner avec un maximum les moyens, le président lui-même, Pierre Bonneau qui avait une autre fonction, parce que aujourd'hui... il y avait deux casquettes, celle de directeur sportif et celle de directeur commercial. Aujourd'hui, c'est très facile de dire... Aujourd'hui, vous parlez à un président qui est à la tête d'un budget de 3,5 millions. Mais j'ai connu le BBD avec 1,6 million. Et les joueurs, ils ne changent pas de prix parce que le budget n'est pas le même. Donc, nous avons construit patiemment, grâce à Pierre Bonneau en particulier. Aujourd'hui, nous avons un club qui a atteint une certaine surface financière qui nous permet aujourd'hui d'envisager de se donner des moyens supplémentaires. Donc, très honnêtement, au moment où Antoine Michon, je vous rappelle quand même, j'étais hospitalisé, le conseil d'administration ou la proposition que Antoine Michon a faite au conseil d'administration, je n'y étais pas. Oui, donc je n'y étais pas. Non, mais de facto, c'était une bonne proposition. Non, je n'y étais pas. Non, mais incontestablement, Antoine, il est venu me voir, on en a discuté, on n'en avait pas les moyens à l'époque. C'est pas facile de diriger un club depuis un lit à Lalande, donc on n'avait pas. Mais de notre côté, puisque le sujet est revenu, je lis quand même les conclusions de saison, je lis l'ADL, même s'il y a peu de lecteurs à l'ADL, j'en suis un. Donc obligatoirement, je lis. Et donc, compte tenu que... Il y a quand même pas mal de lecteurs à l'ADL et à Sud-Ouest. Compte tenu que la leçon qui m'était faite publiquement, c'était de ne pas avoir nommé un directeur sportif, et je me suis permis, et je continue à le dire, je l'ai dit devant le conseil d'administration, devant les partenaires, il y avait, je pense, il fallait un jour arriver à avoir un poste de directeur sportif. Alors justement, on va essayer de s'arrêter sur ce point pour essayer ça a quand même une autre dimension, la première fois que Antoine Michon. Oui, mais il n'y a aucune méchanceté, il y a quelque chose de factuel. Voilà, c'est comme si vous m'aviez dit pourquoi vous n'avez pas pris Ruivet comme directeur sportif, il me l'a proposé aussi. Donc, moi je trouve que le moment est arrivé. Voilà, parce qu'on a une assise financière qui nous permet de peut-être franchir une étape. L'année dernière, on a passé le Jacques Ozo, on va essayer juste... Non mais attendez, on va en parler. Il n'y a pas de souci, on va en parler, je vous promets. Je me permets de vous couper parce je vais passer la parole à Sud-Ouest et à l'ADL, mais je voudrais qu'on reste sur ce point. Est-ce que, franchement, c'est le fait de voir une nouvelle fois le club descendre de Pro A en Pro B 5 ans après qui vous a poussé à dire finalement, allez, là maintenant on y va. Un peu d'ailleurs comme ont titré mes confrères de la presse écrite et nous-mêmes à la radio, même cause, mêmes effets. Ça n'a pas été ça l'élément déclencheur il y a quelques semaines? Le fait déclencheur, c'est que nous avons appelé une société d'audit en lien avec la fédération et la Ligue. Et
bien qu'on reçoive chaque année des labels que peu de clubs recevaient, on a voulu comprendre quels étaient les morceaux du pulse qui nous manquaient. Donc l'audit a été mené par une société parisienne. Les conclusions nous ont été présentées en avril. Et l'audit, il est sans concession. Ce maillot nous manque. Oui, M. Dagès avait raison avant nous. Donc, je vois, il opine. À partir de là, nous avons évidemment suivi la saison, parce que je vous rappelle qu'on a eu une saison à rebond. Ouais. On aurait pu. Et donc, j'ai très tranquillement discuté avec Claude Bergeau, avec Laurent Serre, et à un moment donné, le miracle aurait pu se produire. Le miracle aurait pu se produire. Je peux vous faire une confidence, le miracle se serait produit, on aurait eu exactement la même décision prise. C'est-à-dire que Claude prenait la responsabilité et Thomas était... Parce que je vous rappelle, contrairement à ce qu'a écrit votre collègue, c'est que moi, quand j'étais à la... Pas trop de pub non plus. Non, mais... non, je plaisante. Contrairement à ce qui a été écrit, le conseil d'administration peut vous en témoigner, quand moi, ma proposition à la Lande, c'était de confier les clés à Thomas Andrieux. Donc, je n'ai pas fait une majorité parce que j'ai des actionnaires. Donc, nous avons eu un long discours. Castano a failli être Germain Castano, a failli être le remplaçant. L'entraîneur actuel d'Orléans. Et le lendemain, un miracle, un agent qui est situé à Antibes m'appelle, il me dit, je viens de rentrer un entraîneur. Milo Dain. Oui. Voilà, exactement. Donc, à partir de là, nous avons... j'ai réuni le dimanche chez moi le conseil d'administration en disant, voilà, on a Castano, on a ça, le choix a été fait. Voilà. Il est 18h21, Jacques Ozou, le président du BBD, est notre invité sur France Bleu Périgord. Et bien évidemment, c'est une émission que vous pouvez suivre ce soir. Enfin, bien évidemment, non, c'est exceptionnel et très agréable. Grâce à Benjamin Fontaine, vous pouvez suivre cette émission sur notre Facebook Live, autrement dit, avoir le son et l'image. Vous restez avec nous, Jacques Ozou, et dans quelques secondes, la parole à Adrien Larelle de Sud-Ouest et Lionel Dagès de la Dordogne Libre. Restez avec nous. Le Périgord. France Bleu Périgord, troisième mi-temps. Il est 18h24 et Jacques Ozou, le président du BBD, est notre invité jusqu'à 18h45. Il répond aux questions de Lionel Dagès, d'Ordogne Libre et Adrien Larelle, Sud-Ouest, tout de suite. Puisqu'on en est au secteur sportif et à l'encadrement, vous avez dit vendredi soir que l'entraîneur adjoint de Thomas Andrieux était en passe d'être recruté, trouvé. Qu'en est-il ce lundi soir ? Il y a eu des échanges tout le week-end. On n'a pas finalisé, mais je crois savoir, c'est quelqu'un d'expérience qui devrait arriver, mais on n'a pas conclu, on n'a pas conclu financièrement, logement, voiture, tous les détails qui participent. Il y a eu des échanges dans le week-end. Il y a quelqu'un qui a été reçu vendredi, qui est venu, qui marque beaucoup d'intérêt, qui est quelqu'un qui connaît le monde de la Nationale 1, donc c'est un certain niveau, et qui a envie de rebondir dans le club de Boulazac. Mais à ce jour, je ne peux rien vous dire. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que nous avançons, le kiné, nous l'avons conclu, et nous avançons sur un préparateur, même si je me dois de rencontrer Pierre Sagot dans les prochains jours. Je crois que c'est vendredi que je le rencontre, pour voir s'il est disponible éventuellement. Ça participe aussi de la construction technique que nous avons. Les changements sans arrêt de date de match s'adaptent mal à des plannings planifiés en début d'année. Oui, parce que Pierre Sagot, qui est une figure du club de Boulazac, est aussi le préparateur physique du club de rugby d'Angoulême qui évolue en Pro D2. Question maintenant de Lionel Dagès de la Dordogne Libre. Justement, vous parlez que maintenant vous avez les moyens de mettre en place toutes ces choses. Quel impact ça a dans le budget, dans la masse salariale globalement, voilà, le kiné, le préparateur physique, le fait finalement d'étendre le staff technique? C'est pas, vous savez, un directeur sportif, un kiné, excusez-moi, je suis en train de faire marcher la calculette, mais en clair, il faut distraire par rapport à cette année,
80 000 euros à charger, donc ça veut dire environ 120 000 euros. Mais cette année, je vous le rappelle, Monsieur Dagès, nous avons été plombés toute la saison par les deux accidentés que nous avons eu à traîner toute la saison. Donc, les deux accidentés, je dis pour ceux qui sont avec nous, Anthony Robertson et Marc-Antoine Pelin. Voilà, donc aujourd'hui, à budget constant, je pense que si nous étions qualifiés en Pro A, ce qui reste aléatoire, sportivement c'est perdu, mais ça reste une possibilité. Aujourd'hui, on a la même masse salariale à mettre sur la table, même avec ces moyens nouveaux. Mais qui sait qui aurait imaginé qu'un club, je dis bien un club de quelque discipline que ce soit, puisse exister en Dordogne avec 3,6 millions, 3,7 millions de budget. Ça, on ne le sait pas en début de saison. Hein. Ce que je tire comme bilan de cette saison, c'est qu'il y a le monde économique et le monde institutionnel, région, département et tout, il y a une envie en Dordogne d'avoir un club de haut niveau. Mais Jacques Ozou, justement, le fait que Boulazac ait pu avoir cette saison, on ne va pas rentrer dans les détails, mais une masse salariale, on va dire, confortable. Et de voir le BBD descendre, est-ce que ça vous a par moments prodigieusement agacé? C'est un échec. Excusez-moi. Quel est le casting qui vous a le plus agacé? Quel est le casting qui vous a le plus agacé? Est-ce que c'est Ebi Ndoudi qui a eu des comportements extrasportifs difficiles à gérer, le genou un peu en difficulté de Sean James? Non, mais ce n'est pas les joueurs qu'on récupère en cours de saison. On sait déjà, ça veut dire... C'est de façon globale alors. C'est pas de... Non, mais on a eu une erreur manifeste sur le pivot et une deuxième erreur qui n'a rien arrangé. Parce que quand il y a une erreur sur le pivot, on a une alternative, on peut trouver d'autres solutions. Mais l'erreur majeure, c'est Vargas. Donc, pas de 5 et pas Vargas. Donc, si je puis me permettre, est-ce que la deuxième erreur, ce n'est pas de l'avoir laissé partir, Eloy Vargas? Pas du tout. Je pense pas. C'est un joueur qui venait, il venait de faire une pige, il est reparti chez nous. C'est un mercenaire du basket. Il joue 12 mois par an. Il joue 12 mois par an. Il venait d'un championnat et il est reparti pour un club. C'est voilà, ce joueur était fatigué. Par contre, le joueur américain, à mon avis, c'est tout simplement qu'il a estimé qu'il avait un statut. Il a pris un peu le club un peu de haut. C'était un bon joueur de basket. Hein. Vous parlez de Darnell Jackson. Oui, c'était un bon joueur. Mais je pense qu'il ne s'est pas adapté à un club au basket français. Voilà. Vargas, c'est autre chose. Il était épuisé, ce garçon. Il était épuisé. On peut se dire, oui, alors Adrien Larrey, le Sud-Ouest, on parle du poste 5, il y a aussi une erreur au poste 1, poste de meneur avec Dustin Ware. Non, moi je vous dis non. D'accord. Bon, la raison est la suivante, c'est que le coach m'a proposé un pari. Quand vous faites un pari à 40 000 euros, mais on avait l'accord de l'agent, on savait que si on loupait le pari, il suffisait de demander à l'agent de nous le retirer. Ce qui s'est passé, ça nous a donné, c'était en début de saison, vous faites des paris. Celui-là, il n'a pas marché. Il aurait pu marcher. Mais ça se gère en début de saison. Voilà. Vous avez ensuite un don tombé du ciel, c'est Trenton Micham, qui ne veut pas faire de Coupe d'Europe, qui choisit un club qui finalement ne fait un déplacement que tous les 10 jours ou 15 jours et qui choisit Boulazac. Ça, c'est du pain béni. Est-ce qu'il y a une chance de conserver ce joueur? Ou pas du tout? Je vais vous faire une confidence, il pourrait vous la faire lui-même. Je pense malheureusement qu'on n'a aucune chance. Parce que une des raisons qui fait que Trenton est venu, c'est qu'il a eu avec son épouse des jumeaux, que ça s'est moyennement bien passé, donc il voulait préserver sa vie familiale. Donc il a trouvé le truc, et je suis très heureux pour lui, il me l'a annoncé. Son épouse attend à nouveau un bébé, et donc la préoccupation qui est la sienne au niveau de la santé du périphérique familial me laisse à penser qu'il attendra de voir à ce que le bébé soit là. Peut-être qu'il pourra rebondir, mais
là, il n'a pas l'état d'esprit de recommencer à jouer. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, et vous en avez beaucoup parlé vendredi lors de cette conférence de presse de présentation. On a beaucoup parlé de Laurent Serre, qui est le directeur de l'entreprise Mademoiselle Dessert, située à Condat-sur-Trinquoult, si je ne dis pas de bêtises. Il va prendre, dit-on, plus de poids dans le club. C'est lui qui a donc présenté les conclusions de cet audit qui a été réalisé en interne par le Boulazac Basket Dordogne pendant des mois. Quel sera, selon vous, le rôle de Laurent Serre? Quel rôle pourriez-vous lui laisser? Vous savez, dans une structure, dans une entreprise, il y a toujours un patron et il y a toujours des adjoints. Alors, le patron, c'est vous. Non, mais actuellement, il y a des actionnaires, je vous le rappelle quand même, ouais. Il y a des actionnaires. Bon, vous le verrez, y compris dans ma vie politique, il est quand même évident que je prépare toujours, je suis toujours dans une démarche, que ce soit dans mes mandats électifs comme dans le basket, un dirigeant digne de ce nom prépare l'avenir. Laurent Serre est venu pendant la période délicate. Laurent Serre, c'est l'avenir du BBD? Ah ben, attendez, il y a d'abord des actionnaires qui décideront, mais je pense que Laurent Serre est quelqu'un qui peut poursuivre l'aventure, faire poursuivre au basket l'aventure que nous connaissons au BBD depuis 20 ans, 25 ans. Il y a d'autres hypothèses qui se sont présentées. Quelles sont ses qualités, selon vous? C'est d'abord de bien marier la difficulté. Je reviens sur le problème le problème, on n'est pas une association avec des bénévoles, donc il faut fonctionner comme une entreprise, mais il faut aussi avoir de l'empathie, avoir un relationnel avec tous ces bénévoles qui tournent autour du club. Vous ne dirigez pas le BBD comme une entreprise. Vous faites des plannings, voilà. Donc vous claquez pas dans les doigts pour dire à un tel qui est un bénévole. Or le BBD, c'est quand même 60 à 70 bénévoles qui tous les week-ends consacrent du temps. Mais quelles sont les qualités de Laurent Serre selon vous? Il est capable de fédérer tout cela? Exactement. Il dirige quand même 600 personnes dans son entreprise, mais en même temps, il y a des chefs d'entreprise plus ou moins directifs, on va dire. Et moi, je pense qu'il a gardé la culture associative, et donc il a un volant efficacité de direction et de décision à prendre, mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un, il l'a montré au centre de formation, il l'a montré à l'association, il a gardé cette dimension humaine d'entraîner beaucoup de bénévoles, de les respecter et de pas les considérer comme des salariés. Ce sont des bénévoles quand même. Alors je sais que rien ne sera décidé d'ici le mois d'octobre, si nous avons bien compris, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour il devienne coprésident à vos côtés? Je vous rappelle que dans une société privée, il ne peut pas y avoir de coprésident. C'est pour ça président délégué. C'est pour ça que Philippe Alibaud n'avait pas pu rester président associé. Nous recevons Madame Meyer, l'avocate du Centre national du sport. On a plusieurs montages possibles. Je vais la rencontrer dans les 15 jours qui arrivent. Il y a plusieurs solutions. Vous avez des structures, mais qui ne sont pas comparables. Le Mans et Pau sont en société d'économie mixte. Donc ce sont les maires de ces communes qui sont présidents des clubs. Donc ce montage n'existe plus. Donc nous allons trouver un montage. Mais Laurent Serre sera à mes côtés quelqu'un qui aura la responsabilité de préparer l'avenir du club. Alors je vais passer si je ne suis pas désavoué par les actionnaires. Oui, je vais passer la parole à mes deux confrères de la... Si vous voulez me le faire dire, je vous le dis. Et c'est très clair avec Laurent. Voilà. Je vais passer la parole à mes confrères de la presse écrite, mais est-ce qu'il y a aussi derrière cette arrivée de Laurent Serre le sentiment, vous personnellement, que voilà, ça fait beaucoup à gérer et que vous avez peut-être besoin tout simplement de souffler avec un directeur sportif, avec quelqu'un qui pourrait vous épauler?
Ou est-ce que je fais Ah, mais complètement fausse route? Mais Xavier, c'est exactement ça. Je viens d'enregistrer ma 69e année. Donc, je vous rappelle que j'ai eu une phase judiciaire lourde, un accident de santé lourd. Je sors d'une petite intervention. Ça fait beaucoup quand, à un moment donné, il faut savoir préparer. Mais ça n'est pas que dans le basket. Je vous réserve, vous verrez que, je vous le dis, je prends rang aujourd'hui. Dans toutes les fonctions qui sont les miennes, je suis en train d'assurer les transitions nécessaires parce qu'on n'est pas éternel. Mais il y a quelque chose que vous lâcherez en dernier, c'est le basket. Non, non, c'est pas le basket. La mairie. C'est pas. Oui, exactement. Adrien Larrel, Sud-Ouest, pardon, parce que sinon, on va s'écarter un petit peu du basket, donc il est déjà 18h37. Adrien Larrel, Sud-Ouest, et ensuite Lionel Dagès d'Ordonne Libre. Dans l'immédiat, toujours à propos de Laurent Serre, dans l'immédiat, concrètement, quel va être son rôle dans la restructuration ou la structuration du club? Là, à ce jour, il reste membre du conseil d'administration, comme les autres membres du conseil d'administration. Mais ce n'est pas un scoop. Je vous l'ai dit à la conférence de presse. Si je suis suivi par les actionnaires du club, ce que je pense être possible, je pense que Laurent Serre aura un partage de tâches avec moi plus concret à partir de l'Assemblée générale du club. Et c'est déjà le cas. On s'appelle régulièrement. Aucune décision n'a été prise sans qu'on partage son point de vue. Il va falloir qu'on s'habitue à travailler aussi avec un directeur sportif. Donc, à lui aussi de faire en sorte que les choses se mettent en place, parce qu'après, il y a le boulot des uns et des autres. Je suis un petit peu occupé. Ils viennent d'ouvrir une nouvelle unité industrielle à Tenon. Il a une grosse entreprise. Il faut trouver les équilibres. Mais Laurent Serre est appelé à jouer dès à présent. Il le fait déjà. Il joue un rôle important dans le club. Lionel Dagès d'Ordonne Libre. Alors, je crois que c'est demain que vous présentez à la Ligue les budgets prévisionnels pour la saison prochaine, avec deux budgets possibles Pro A ou Pro B. Est-ce que sportivement, pour vous, il va falloir aussi avoir deux options, ou est-ce que vous partez plutôt de suite sur la Pro B pour éventuellement renforcer aujourd'hui, l'accord qu'on a tous, on a trouvé avec Claude Bergeau et Thomas Andrieux, qui étaient chez moi hier après-midi. Vu l'incertitude dans laquelle on est, la tactique la plus appropriée, c'est de faire un gros groupe de Français capables de jouer honorablement en Pro A, si par hasard. Et par contre, le marché international, il est immense. Donc si le 26 juin, par un hasard, on devait être requalifié en Pro A, si on a déjà fait un groupe français fort, on a déjà 3 sortants, 3 joueurs qui restent. Donc, et après, hier, Thomas me disait qu'il était en contact avec un agent, avec un joueur très intéressant, parce que je vous rappelle aussi qu'il y a la notion des bossman. Nous, on n'utilise pas beaucoup des bossman, mais il y a les bossman. On peut utiliser des joueurs comme ça, par exemple le serbe ou le lituanien. C'est aussi une possibilité qui ne rentre pas dans la même catégorie que les joueurs formés localement. Mais vous y croyez sincèrement à cette histoire de Blois qui pourrait ne pas monter, le champion de France de Pro B, donc qui doit jouer la saison prochaine en Pro A, n'a pas reçu l'agrément pour son centre de formation, pourrait donc être entre guillemets retoqué. Est-ce que sincèrement vous y croyez? D'abord, je ne veux pas y croire, simplement. Simplement, il y a quand même une chose, c'est que quand on prend la première page de l'agrément d'un centre de formation, il est dit qu'il faut avoir une équipe en Pro B de National 3 et il faut avoir une équipe de U18. Le club de Blois n'a ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors après, à Blois, il ne vous a pas échappé qu'il y a une ministre à Blois. Il y a Après, vous savez, beaucoup de gens prétendent faire de la politique différemment. Mais on est un peu, sur des sujets comme ça, un peu dans des républiques bananières. Bon, voilà. Mais factuellement, voilà.
La date, c'est donc le 25 juin. Ah, mais c'est l'Assemblée Générale de la Ligue qui approuve les équipes qui jouent. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu La Nouvelle République, Non. le journal du coin de Blois. Paul Seignol, le président de l'ADA Blois, vous a un petit peu taquiné en disant dans les colonnes de La Nouvelle République, j'ai reçu de nombreux appels de félicitations, et pas celui du président de Boulazac. Bah, c'est sûr, mais excusez-moi, je peux lui renvoyer mon bulletin d'hospitalisation si vous voulez. Allez, Voilà. on va retrouver le journal Sud-Ouest et après peut-être l'ADL une dernière fois parce Je qu'il est déjà ne le connais pas, le président il est- de Blois. Il est déjà Donc, 18h41. Adrien Larelle. Je fais vite. Le staff et vous aussi sûrement avez rencontré les joueurs là ces derniers jours. Mhm. Vous venez de dire que 3 joueurs restaient Sous contrat, oui. sous contrat. Donc qui sont-ils? Qui va rester? Ben, Qui va partir? Ben, il y a Arnaud Kierkov qui est sous contrat, il y a Sanchez, Jérôme. et on a Jovan Onyangé. Oyangé. Voilà les 3 joueurs. Donc ces 3 joueurs sont sous contrat pour une année suivante. Donc je vais m'attacher à les rencontrer très prochainement pour savoir comment ils abordent. Parce que le problème aussi, je veux pas, pour Arnaud Kierkov et Sanchez, les choses sont relativement simples. Pour Jovan Oyangé, c'est quand même un joueur qui peut être condamné à jouer en Pro B. Alors qu'il venait d'un club de Pro A et qu'il termine la saison avec un club de Pro A. Il y a des joueurs qui, dans leur parcours sportif, c'est surtout lui. Les 2 autres, ça me paraît évident, mais c'est Jovan où il faut s'assurer qu'il veut vraiment jouer en Pro B, parce que jusqu'au 26, comme on l'a dit, jusqu'à l'Assemblée Générale de la Ligue, moi, j'ai rien à vendre. Il y a une clause libératoire pour Arnaud Kierkov et pour Jérôme Sanchez, c'est 1+1. On les a pas fait jouer. D'accord, ok. On les a pas fait jouer. Donc, Donc, ouais. ben, on voyait arriver la Pro B. Je pense que Arnaud et Jérôme ont tout à fait la place dans une équipe de Pro B. On n'a pas fait jouer la clause. Lionel Dagès d'Ordonne Libre. Juste sur les joueurs qui ne sont pas sous contrat, est-ce qu'il y en a que vous pouvez espérer conserver ou que vous voulez conserver ou, Ça va être compliqué. Très honnêtement, ben oui, il y a cette incertitude Pro A Pro B. Un Américain ne vient pas en France pour jouer en Pro B. Voilà, il y a des inconnus. Et il y a le cas particulier, on avait commencé à discuter avec lui, il n'avait pas dit non. Et après, il y a eu l'heureuse surprise de la future paternité de Trenton Mitchell. Trenton qui a modifié un peu les choses. Dernière question, puisqu'il est déjà presque 18h45. Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket, a parlé d'une proie de plus en plus resserrée, 16 clubs, voire 14. 14. 14 au final. Est-ce que Boulazac aura encore sa place dans ce processus-là? C'est pour ça que je vois avec beaucoup de sérénité ce qui nous arrive cette année. Tout simplement parce que ça veut dire que quand on est en top 14, ça veut dire qu'il y a Strasbourg, il y a Villeurbanne, il y a Limoges. Donc là, on est sur des budgets. Ça veut dire que pas un club ne peut exister à moins de 5 à 6 millions d'euros. Autant arriver au niveau où on est, ça me paraît jouable en Dordogne. On n'a pas le tissu économique pour atteindre ces seuils-là. Merci Mais beaucoup. il y aurait quand même 2 Pro B dans cette hypothèse-là. Donc, vous savez, jouer contre Poitiers, Nantes, Lille, Roanne, je ne veux pas leur porter la poisse, Rouen, ça a quand même, Oui, pour un club comme Boulazac, ça a un peu quand même, ça a de la signification quand même. Oui, parce que Rouen et Rouen, par Oui, exemple, oui. que vous avez cité, sont en Oui, play-off. mais c'est pour ça que je ne d'accession veux de pas Pro leur B. porter. Oui. Bon, mais il y en aura un des deux qui n'y sera pas quand même. Voilà, donc voilà. D'accord. Donc, Merci beaucoup, Jacques Ozou. Merci. On a dépassé déjà l'horaire et Isabelle Carr ne me pardonnerait pas de lui grappiller quelques minutes. Merci à Lionel Dagès de la Dordogne Libre. Merci à Adrien Larelle du Journal Sud-Ouest. Encore merci d'être venu.